Voilà, enregistrement sur cet ordinateur. Voilà, merci Béatrice. Super. Je vais juste du coup lancer 2 petits sondages pour voir un petit peu justement pourquoi vous assistez à cette conférence, quel est votre profil et justement voir les parties sur lesquelles je m'attarde et celles sur lesquelles je m'attarde le moins. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, du coup, si ceux qui le voient, si vous savez peut-être voter. Ok, très bien. Ok. Super. Donc, potentiellement, là, je vois que c'est surtout des personnes qui sont là pour découvrir un peu comment devenir enseignant, mais manifestement, il y a aussi pour la périculture. Très bien. Et alors, je vais juste vous demander aussi de répondre à un autre petit sondage, juste pour que j'ai un peu une idée du type de profil qui assiste à la conférence. Voilà, donc me dire si vous êtes plutôt en réorientation professionnelle, en fin de secondaire, en supérieur, si vous êtes un professionnel. Ok, très bien. Donc, c'est surtout des réorientations et fin de secondaire. Ok, parfait. Ben, il y a un peu de tout, hein, du coup. Très bien. Alors, je vais essayer... Prof primaire, ok, très bien. Mais ça, on va en parler. Je vais essayer, du coup, de regarder un petit peu le chat au fur et à mesure. Parfois, il y a des petits bugs avec le partage d'écran, donc je ne sais pas toujours avoir le chat ouvert. En même temps, j'essaierai de regarder régulièrement et de répondre à vos questions. Mais du coup, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et à dire, peut-être à m'interrompre aussi si quelque chose n'est pas très clair ou le dire dans le chat. Voilà, du coup, je propose qu'on commence par les métiers de l'enseignement, c'est le plus complexe. Donc, pour mettre un peu le contexte, ben forcément, le métier d'enseignant, c'est un métier qui est très exigeant. C'est un métier qui est indispensable. On aura toujours besoin d'enseignants dans la société. C'est aussi un métier qui est considéré comme en pénurie. Ça veut dire qu'il y a un manque d'enseignants, on recherche des enseignants. Et donc, théoriquement, après, voilà, dans la pratique, c'est parfois un peu différent, mais théoriquement, on est supposé trouver facilement un emploi quand on fait des études de prof. Voilà, c'est aussi un métier qui est réglementé, donc c'est fort, voilà, c'est fort compliqué de savoir un petit peu quel chemin prendre. Quand je veux dire que c'est réglementé, je veux dire que n'importe qui ne peut pas faire prof. Il y a des parcours à suivre, il y a des formations à faire pour arriver à telle ou telle fonction. Je vous expliquerai un petit peu plus en quoi ça consiste tout de suite. Et donc, les 2 questions principales qu'il faut se poser quand on a l'intention de devenir enseignant, c'est à qui désirez-vous enseigner, donc à quelle catégorie de personnes. Donc, si vous souhaitez plutôt enseigner à des enfants, à des adolescents, à des adultes. Et alors, la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est si vous avez un sujet de prédilection en tête, donc si vous avez vraiment une matière que vous aimeriez transmettre. En fonction de la réponse à ces questions, eh bien, il sera plutôt conseillé de faire une formation ou d'en faire une autre. Et on va voir ça tout de suite, du coup. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre niveau par niveau et je vais voir à chaque fois pour quel niveau, quelle formation est conseillée. Donc, on va commencer d'abord par les maternelles. Donc, maternelle, c'est les enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Donc, c'est de la première à la 3e maternelle. Et donc, le but, la fonction de l'enseignant en maternelle, ça sera surtout de proposer des activités d'apprentissage basées sur le jeu et voilà, d'accueillir justement l'enfant dans la structure scolaire, dans le monde scolaire, de le stimuler, de le sensibiliser, de le sociabiliser. Donc là, c'est vraiment si vous voulez travailler avec des tout petits. Et donc, en maternelle, pour avoir un bon statut, pour avoir une bonne place, pour avoir une certaine stabilité de l'emploi, il faudra faire un bachelier d'instituteur préscolaire. Et donc, pour obtenir ce diplôme, il faut aller en haute école et faire un bachelier, du coup, qui va durer 3 ans. Pour l'instant, en tout cas, ça dure 3 ans. Il va y avoir une réforme dans les années qui viennent qui vont faire que les études de prof vont être allongées, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. En tout cas, pour toutes les personnes qui vont commencer des études l'année prochaine, donc à la rentrée 2021, pour l'instant, ça sera toujours 3 ans d'études pour le bachelier.
Donc, sur notre site, justement, on a des fiches métiers avec les métiers d'enseignants. Je vous montrerai un peu comment ils fonctionnent par la suite. Par rapport à enseigner à l'école primaire. Donc, à l'école primaire, on enseigne à des enfants âgés entre 6 et 12 ans. Et donc là, l'objectif, ça sera d'enseigner différentes matières fondamentales comme la lecture, l'écriture, le calcul, les disciplines d'éveil, l'histoire, la géo, etc. Et donc là, le but, c'est vraiment de transmettre un socle de connaissances et de compétences et de favoriser l'autonomie des élèves pour les préparer à la suite, donc au secondaire. Comment est-ce qu'on devient instituteur primaire? Eh bien là, le diplôme requis, ça sera le diplôme d'instituteur ou d'institutrice primaire. Pour le faire, il faudra faire un bachelier de 3 ans en haute école. Par la suite, il y a moyen de rajouter une 4e année en faisant des spécialisations. Donc, par exemple, de faire une année en plus, un bachelier de spécialisation en art-thérapie, en orthopédagogie. Et alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce bachelier d'instituteur primaire est organisé en horaire décalé, ce qui n'est pas le cas, par contre, pour instituteur maternel, du coup. Mais donc ça, j'en parlerai par la suite des possibilités de se réorienter parce qu'il y a certains programmes et certaines passerelles qui sont mises en place. Alors ensuite, le niveau d'après, ça sera l'école secondaire, donc degré inférieur. Donc ça, c'est si vous voulez enseigner à des ados et enseigner en première, deuxième et troisième secondaire. Et donc là, pour enseigner en première, deuxième et troisième secondaire, il faut être en possession d'un titre spécifique qui est l'AESI, donc l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur. Et donc, pour obtenir cet AESI, il faut faire un bachelier de 3 ans en haute école. Pour l'instant, du coup, c'est aussi 3 ans, mais ça va de nouveau être plus suite à la prochaine réforme. Et alors, pour l'AESI, ce qu'il faut faire, c'est choisir une matière que vous allez enseigner. Parfois, on peut en choisir 2, mais ce n'est pas à la carte. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous ne pourrez pas faire un AESI en mathématiques et français. Ça sera soit mathématiques, soit français. Français, on rajoute généralement soit morale, soit religion. Il y a aussi la possibilité de choisir langue germanique, sciences, arts plastiques, éducation physique, par exemple. Et certains cursus existent en horaire décalé. C'est le cas des sciences et des langues germaniques, mais c'est tout. Sinon, pour le reste, ça sera du plein exercice. Alors, si vous voulez par contre enseigner en secondaire, mais à des adolescents déjà plus âgés, donc en 4e, 5e et 6e secondaire, dans ce cas-là, il faut avoir ce qu'on appelle l'AESS. L'AESS, c'est quoi? C'est l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur. Et pour avoir l'AESS, il faut obligatoirement avoir réussi des études de type long. C'est-à-dire qu'il faut avoir en sa possession un master obtenu soit en haute école, soit à l'université. Et donc, il faut avoir fait 5 ans d'études. Et donc, en fonction du domaine dans lequel vous aurez fait vos études, eh bien, vous pourrez enseigner une matière ou une autre. Donc, par exemple, quelqu'un qui a fait des études de maths à l'université, ben forcément, il aura accès à l'agrégation, donc à l'AESS en mathématiques, et il pourra donner des cours de maths par la suite en 4e, 5e, 6e secondaire. Donc, comment est-ce qu'on obtient l'AESS? Donc, soit on fait un master à finalité didactique, donc par exemple, quelqu'un qui fait maths à l'université fait le master en mathématiques à finalité didactique, et donc il y aura 30 crédits de son master qui seront destinés à des cours de pédagogie, et à la fin de son master, il a l'AESS. Ou alors, après avoir déjà obtenu un master, on peut suivre une année d'agrégation d'enseignement secondaire supérieur, qui est une année de 30 crédits à l'université, où on a des cours de pédagogie et qui permet d'obtenir également le titre d'AESS, en sachant que forcément, en fonction des études qu'on a fait, on va avoir accès à une AESS bien spécifique. Donc forcément, si vous avez fait par exemple des études de langue à l'université, vous n'aurez pas accès à l'AESS en maths, par exemple. Il faudra avoir fait, vous aurez accès à l'AESS en langue, mais donc voilà, ça doit être correspondant. Ensuite, si vous voulez enseigner en secondaire, mais que vous n'avez pas de master, par exemple, ou vous ne voulez pas spécialement enseigner les cours généraux, eh bien, il y a la possibilité de donner des cours techniques. Et donc là, ça sera des cours plutôt dans les filières de qualification ou les filières professionnelles. Et donc là, ce qu'il va falloir avoir comme diplôme, ça sera le CAP, le certificat d'aptitude pédagogique.
Donc, ce titre pédagogique, le CAP, il s'obtient en promotion sociale ou en passant un jury. Ce CAP est accessible aux personnes qui ont un certificat de qualification. Donc, un certificat de qualification qui peut avoir été obtenu en secondaire, mais qui peut aussi avoir été obtenu, par exemple, en école de promotion sociale ou en alternance. Ou alors aux personnes qui ont fait un bachelier professionnalisant, donc de type cours, ou alors aux personnes qui ont un master, mais pour lequel il n'existe pas d'agrégation. Ça, c'est possible aussi. Les personnes qui ont par exemple aussi une expérience professionnelle de 9 ans peuvent aussi faire une demande pour passer le CAP. Et ce CAP peut s'obtenir soit en passant un jury. Donc, si vous allez sur le site du jury CAP, si vous tapez jury CAP dans Google, vous avez toutes les infos. Ou alors, vous pouvez aussi le faire en promotion sociale. Et donc là, ça sera des cours du soir. Ça sera des cours 2 fois par semaine le soir pendant 2 ans. Et donc là, vous passez les examens en promotion sociale. Et suite à ça, vous pouvez obtenir le CAP. Mais donc, du coup, ça sera plus pour donner des cours techniques. C'est plus, par exemple, si vous avez un certificat de qualification de restaurateur, par exemple, eh ben, vous pourriez passer le CAP pour par la suite donner des cours justement dans l'option restauration en secondaire. Je vais regarder vite le chat. Alors... Ouais, alors du coup, vous vous réorientez prof primaire, d'accord, très bien. Ben, donc là, je t'expliquerai les programmes possibles, parce qu'il y a des choses qui existent. Sinon, est-ce qu'on peut d'abord commencer par la haute école et avoir accès à un master par la suite? Alors oui, tout à fait, c'est possible. C'est intéressant, c'est juste qu'il faut se dire que ça rajoute 1 an au cursus. Parce que donc après le bachelier, il faudra probablement faire une année passerelle pour avoir accès au master. Donc du coup, au lieu de faire 5 ans d'études, il y en aura 6. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites par exemple l'AESI Histoire et qu'après vous voulez intégrer un master en Histoire, eh ben, il ne faudra pas spécialement faire le master à finalité didactique, il ne faudra pas spécialement faire l'AESS parce que vous avez déjà l'AESI. Donc là, c'est vraiment le master et votre AESI qui vous permettront d'enseigner en 4, 5, 6. Mais donc, en effet, c'est possible. Ça peut être intéressant si vous voulez avoir des cours de pédagogie dès le début de vos études, parce que donc l'AESI Histoire, ben, là, directement dès la première, on a des cours pour apprendre à être prof. Par contre, c'est vrai que si on commence des études de type long, donc par exemple qu'on commence Histoire à l'université en première, pour ensuite être prof, eh ben, en commençant Histoire à l'université, eh bien, il va falloir attendre le master en fait, pour avoir quelques cours de pédagogie. Les 3 premières années, ce n'est pas du tout des études de prof, quoi. Vous n'allez rien apprendre par rapport à la pédagogie. La spécialisation d'art-thérapie, oui, du coup, on peut l'exercer auprès d'enfants, d'ados et d'adultes, c'est les 3. Concrètement, c'est pour... ça permet de travailler dans des écoles, de proposer des ateliers d'expression artistique, par exemple, et ça permet aussi de se lancer dans le privé, quoi. Ça, si vous allez sur le site du CIEP, formation.ciep.be, vous pouvez taper art-thérapie dans la barre de recherche et vous aurez toutes les infos sur ce bachelier de spécialisation. Voilà, je termine juste alors du coup la suite de cet exposé sur comment enseigner en supérieur, donc à l'université et en haute école. À l'université, il faut savoir qu'il existe 3 grades académiques pour les professeurs d'université en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc le premier grade, c'est comme ça qu'on commence, c'est le grade de chargé de cours. Ensuite, on devient professeur, donc le grade de professeur qui est accessible suite à une promotion. Et ensuite, le grade de professeur ordinaire, également obtenu grâce à une promotion. Et pour enseigner à l'université, dans tous les cas, il faut avoir fait un doctorat et avoir écrit une thèse. Donc ça, c'est d'office. Il n'y a pas d'autre moyen d'être prof à l'université. Il faut être accepté pour un doctorat. Et donc ça, si ça vous intéresse, je vous conseille de vous adresser directement aux universités pour voir quelles sont leurs conditions justement pour intégrer un doctorat, s'il y a des bourses, etc. Au niveau des hautes écoles, là, c'est un petit peu différent. Donc, il y a plusieurs fonctions de recrutement à pourvoir en haute école. Ça sera soit des maîtres de formation pratique. Et donc là, généralement, c'est des personnes qui auront un titre de niveau supérieur du premier degré.
et qui auront par exemple donc un bachelier de transition ou un bachelier professionnalisant. Il y aura ensuite les maîtres assistants qui seront des personnes qui auront un master et des chargés de cours qui seront des personnes qui ont un doctorat. Et là, généralement, il y a un appel à candidature qui est publié chaque année au Moniteur belge au début du mois de mars, sous forme d'une circulaire et qui est disponible sur le site wallonie-bruxelles-enseignement.be. La spécificité aussi de l'enseignement en haute école, c'est qu'il faut être en possession du CAPAS. Alors là, c'est un peu marrant parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais pour faire le CAPAS, il faut déjà avoir une place dans une haute école. Et donc, une fois qu'on est en place et qu'on est engagé par une haute école, là, il faudra passer le CAPAS, qui peut se faire en promotion sociale et qui peut se faire à l'université. Et on a 6 ans pour obtenir le CAPAS. Et il faut, dans les 6 ans, l'obtenir pour être régularisé, entre guillemets. Ce qui sera intéressant et important pour les hautes écoles, ça sera aussi l'expérience professionnelle, du coup. Je regarde vite le chat. Avec un master en sciences politiques et sociales, puis-je malgré tout suivre un CAP car mes horaires de travail ne me permettent pas de suivre une agrégation. Ça, je ne sais pas trop vous dire. Normalement, pas. Ça dépend un petit peu s'il existe une agrégation en sciences politiques. Dans mes souvenirs, il en existe une, mais donc ça, du coup, je vous inviterai à me renvoyer un mail. Mais du coup, alors non, malheureusement, le CAP n'est pas accessible aux personnes qui ont accès à une agrégation. Donc ça fait partie des conditions d'exclusion, malheureusement. Après, l'AESS reste quand même assez accessible. Enfin voilà, après, je ne sais pas quelle est votre situation, j'imagine que vous vous êtes renseigné, mais beaucoup de personnes qui travaillent suivent l'AESS et donc les profs sont vraiment très souples et très compréhensifs par rapport à ça. Donc ça reste faisable, en tout cas pour l'instant, l'année prochaine, c'est toujours 30 crédits. Ça risque d'augmenter, ça risque de passer à 60 crédits en 2022. Voilà, donc à mon avis, quand c'est 30 crédits, c'est encore faisable parce que ça reste en horaire décalé et les profs sont assez compréhensibles et il y a beaucoup de matières qu'il est possible d'étudier chez soi, même sans spécialement aller au cours, quoi. Alors, les matières en pénurie, je vous invite à aller sur le site le blog du CIEP. Le blog du CIEP qui reprend en fait la liste des métiers en pénurie qui est mise en ligne par le Forum et par Actiris. La plupart des matières en pénurie, ça sera surtout les cours généraux, donc néerlandais, allemand, mathématiques, français, etc. Donc les gros cours généraux. Mais sur la liste des métiers en pénurie d'Actiris, il y a vraiment chaque matière qui est reprise. Voilà, super, merci. Voilà, ma collègue a mis le lien justement. Voilà. Ensuite, voilà, donc pour se réorienter professionnellement dans l'enseignement, donc là, manifestement, c'est le cas de certains d'entre vous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs possibilités, entre guillemets. Et ces possibilités, ça sera les passerelles entre les bacheliers d'instituteurs primaires et maternels. Donc, par exemple, si vous avez déjà un bachelier d'instituteur primaire et que vous voulez faire un site maternel, il y a la possibilité de rajouter seulement 1 an de cursus pour pouvoir enseigner dans les deux. Donc ça, c'est une possibilité si vous êtes dans cette situation-là. Le CAP, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment en horaire décalé quand c'est donné en promotion sociale ou quand c'est donné par jury. Vraiment, il y a toute la matière qui est accessible pour pouvoir passer l'examen. Après, voilà, le petit hic avec le CAP, c'est que c'est vraiment accessible qu'aux personnes qui ont un certificat de qualification, qui ont un bachelier professionnalisant, mais ce n'est pas accessible aux personnes qui ont accès à un AESS, donc à une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur. Mais par contre, pour toutes les personnes qui y ont accès, c'est vraiment faisable de faire cette formation et d'obtenir ce titre pédagogique tout en travaillant. Autrement, il y a certaines études qui sont organisées en horaire adapté. C'est le cas, par exemple, du bachelier d'instituteur primaire. C'est le cas aussi de l'AESI en langue germanique et en sciences. Donc, c'est 2 AESI différents. Et alors, l'AESS, comme je le disais, est en horaire relativement adapté et est suivi par énormément de gens en fait, qui travaillent déjà pour l'instant. Et donc, il y a vraiment une grande souplesse et une grande compréhension de la part des enseignants. Il y a aussi beaucoup de cours qui se donnent en grand auditoire.
et où les syllabus sont généralement disponibles sur les sites des universités. Et donc, ça reste faisable, même si c'est sûr que ça demande un peu d'organisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que si pour ces bacheliers en horaire adapté, ou même si vous souhaitez les faire en plein exercice, il y a la possibilité aussi, si vous travaillez dans le privé, de demander des congés éducation. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et alors aussi, la Haute École Louvain-Hainaut a créé un programme qui s'appelle GoTeaching. Et en fait, c'est un programme qui permet d'obtenir le bachelier professionnalisant, soit d'instituteur primaire, soit de prof de maths, sciences ou langue dans le degré inférieur. Et alors, en fait, ça permet de l'obtenir en 3 quadrimestres à raison de 3 jours par semaine, dont le samedi. La condition, par contre, c'est d'être déjà en possession d'un bachelier ou d'un master. Et alors, généralement aussi, les personnes qui sont acceptées à ce programme, c'est les personnes qui ont déjà un certain nombre d'années d'expérience dans le travail social ou dans le travail d'accompagnement ou dans la pédagogie. C'est assez large, mais de toute manière, il faut de toute façon déposer un dossier quand vous décidez de vous inscrire à ce programme. Et alors, c'est l'école qui l'organise, qui décide de vous accepter ou pas, parce que forcément, il y a un nombre assez limité de personnes qui sont acceptées. Pour l'instant, ce n'est organisé que par la Haute École Louvain-Hainaut, mais on peut quand même imaginer que ça va être organisé ailleurs, surtout si la durée des études de prof augmente. Il risque d'y avoir des trous. En fait, il y a une année probablement où aucun nouveau prof diplômé ne sortira de l'école. Et donc, justement, ce type de programme peut aider aussi à résoudre un peu le problème de la pénurie de profs. Donc ça, je vous montrerai sur le blog aussi un article, justement, qui explique un petit peu comment fonctionne GoTeaching, quelles sont les conditions. Voilà, et donc en gros, ce qu'il faut juste retenir, c'est que les métiers de l'enseignement, c'est des métiers qui sont régis par le décret des titres et fonctions, qui est un décret quand même assez compliqué et assez prise de tête. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les différents titres, ça sera titre requis, titre suffisant, titre en pénurie ou titre non cité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le titre requis, c'est par exemple si vous avez le diplôme exact qui est demandé pour donner tel cours. Donc, par exemple, vous voulez être prof de maths en première, deuxième, troisième secondaire et vous avez fait l'AESI en mathématiques. Eh ben là, vous aurez le titre requis, c'est-à-dire que vous aurez la priorité sur le poste. Ça veut dire que vous aurez la possibilité d'être nommé et ça veut dire que vous serez exactement payé au bon barème. Ensuite, par contre, cette histoire de titre suffisant, titre en pénurie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons que vous voulez être prof de maths dans le degré inférieur, mais que vous n'avez pas l'AESI en maths, eh ben, il faut savoir qu'il y a d'autres diplômes, peut-être. Il y a des listes qui existent sur un site que je vous montrerai, qui permettent aussi d'être prof de maths. Certains, par exemple, ça sera des titres suffisants. Et alors, le titre suffisant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez la priorité sur les titres en pénurie et les titres non cités, mais par contre, les titres requis ont priorité sur vous. Titre suffisant, vous pouvez être nommé. Les titres en pénurie, par contre, c'est tous les diplômes qui sont également acceptés pour donner certains cours, mais qui ne sont pas les diplômes privilégiés. Donc, par exemple, imaginons vous avez un diplôme de logopède de type cours, donc que vous avez obtenu en haute école, et vous voulez faire un titre primaire, et ben, ça fait partie de la liste des titres en pénurie pour devenir institutrice primaire. Et donc, par exemple, une école qui galère super fort à trouver une institut primaire pourrait vous engager avec votre bachelier de type cours de logopédie, mais par contre, vous serez considéré comme un titre en pénurie, ce qui veut dire que vous ne pourrez jamais être nommé, ce qui veut dire que si quelqu'un avec un bachelier d'instituteur primaire vient toquer à la porte de la direction et dit « j'aimerais bien travailler dans votre école », eh ben, c'est vous qui allez sauter et c'est la personne avec son bachelier d'instituteur primaire qui peut prendre votre place. Il y a aussi la possibilité de travailler en n'ayant aucun titre cité sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais là, de nouveau, c'est extrêmement précaire comme situation, parce que vous ne pourrez jamais être nommé, et de nouveau, toutes les personnes avec un titre requis suffisant ou en pénurie auront la priorité sur votre poste. Voilà, au niveau de la réforme de la formation des enseignants, je vais juste regarder les questions. Français langue étrangère, donc Sylvie, ce que je vous invite à faire, je mettrai à la fin de ma présentation mon adresse mail. Je vous invite à noter mon adresse mail
pour m'envoyer votre demande par mail et je pourrais vous envoyer la liste des bacheliers justement pour faire, voilà, Valériane vient de l'écrire, vous pouvez m'envoyer un mail avec votre demande et je vous enverrai la liste des études possibles pour enseigner le français langue étrangère. Est-ce que l'on peut suivre un bachelier pour devenir institutrice primaire pendant 3 ans? Alors justement, en fait, là, ça sera... il y a des passerelles possibles. Du coup, après, ce n'est pas une passerelle aussi évidente entre primaire et AESI qu'entre maternelle et primaire. Il y aura moyen d'avoir des dispenses, mais ça ne sera pas juste une année probablement. Ça, c'est vraiment les écoles qui vont décider des dispenses ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, la réforme de la formation des enseignants, qui était censée avoir pris place en fait déjà l'année passée et qui a été reportée de nouveau à la rentrée 2022, donc pas à la rentrée prochaine, mais encore celle d'après. Eh bien, justement, l'objectif de cette réforme, c'est de permettre aux enseignants d'être beaucoup plus mobiles et de pouvoir vraiment enseigner dans plusieurs niveaux à la fois. Et donc, la durée des études, à partir de la rentrée 2022, si tout se passe bien, augmentera dans tous les cas pour tout le monde, pour tous les profs. Et ça va durer entre 4 et 5 ans. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre plus de souplesse dans le métier enseignant. Et les études seront organisées en 4 sections différentes. Donc, il y aura la première section qui sera de la première maternelle à la deuxième primaire, donc pour enseigner de la première maternelle à la deuxième primaire. La deuxième section pour enseigner de la troisième maternelle à la sixième primaire. Ensuite, la troisième section de la cinquième primaire à la troisième secondaire et la quatrième section de la troisième secondaire à la sixième secondaire. Dans tous les cas, qu'on fasse un master en 1 an ou en 2 ans, probablement pour les sections 3 et les sections 4, ça sera des masters en 2 ans. Peu importe du coup qu'on fasse un master en 1 an ou en 2 ans, le grade académique qu'on obtiendra à la fin est un grade master. Donc ça sera intéressant du coup au niveau du barème salarial. Mais par contre, du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui va prendre place à partir de la rentrée 2022. Donc tous ceux qui commenceront l'année prochaine, rentrée 2021, seront encore dans l'ancien régime, dans tout ce qu'on vient d'expliquer avant du coup. Mais probablement que, par exemple, pour les personnes qui vont faire un bachelier d'instituteur primaire ou d'instituteur maternel à partir de l'année prochaine, probablement qu'il y aura moyen d'avoir accès à des programmes complémentaires pour pouvoir faire 1 ou 2 années de plus pour avoir un master, comme toutes les personnes en fait qui auront fait leurs études à partir de 2022. On ne peut pas choisir une formule juste primaire avec ce nouveau système. Ben non, en fait, ça donnera la possibilité du coup d'enseigner soit en maternelle et primaire, soit en primaire et secondaire inférieur. Mais en effet, il n'y aura plus uniquement primaire. Après, voilà, le but, c'est justement d'être souple. Ça n'empêchera pas du coup d'enseigner en primaire si vous désirez enseigner en primaire, en sachant que primaire, de toute façon, c'est institutrice primaire, c'est de toute façon un métier en pénurie. Et donc, ça n'empêchera pas d'enseigner en primaire. C'est juste que ça vous donnera justement plus de souplesse si un jour vous voulez tester un autre niveau, quoi. Voilà, uniquement fondamental, oui, hein, c'est ça. Donc là, ça sera soit la section 1, soit la section 2, quoi, dans ce cas-là. Mais de toute façon, il n'y a pas encore énormément d'infos sur cette nouvelle réforme. Le gouvernement n'a vraiment pas beaucoup communiqué encore par rapport à ça. Les écoles elles-mêmes sont encore fort perdues. Et donc, on verra si ça se met en place. On verra si ça se met en place en 2022 ou si ça va encore être reporté. Parce que c'est quand même un énorme chantier qui refonde complètement les études. Donc, il n'y a pas encore beaucoup d'infos par rapport à ça. Tout ce que je vous dis maintenant, en fait, ça peut encore potentiellement changer d'ici le moment où ça sera mis en place. Voilà, ce que je vais juste faire du coup là maintenant, pourquoi la liste des métiers en pénurie de la région wallonne, ça je ne sais pas, il faut voir, je ne connais pas par cœur en fait la liste des métiers en pénurie pour la région wallonne. Je vais vous montrer tout de suite justement, je vais regarder sur le site, vérifier si c'est pas un oubli.
Donc, ça, c'est les outils qui peuvent vous donner plus d'infos et qui reprennent un peu tout ce que j'ai expliqué dans cette présentation. Il y a les articles sur le blog du CIEP, il y a un article sur comment devenir enseignant qui explique en fait tout ce que je viens de dire, un article sur comment postuler dans l'enseignement, un article sur le programme GoTeaching, donc pour avoir une formation accélérée pour être instituteur primaire, et aussi un article sur les congés éducation payés. Également, voilà, pour aller plus loin également, on a un magazine qui s'appelle Les enseignants sur le site métier, et là qui reprend vraiment les compétences, les qualités, le savoir-être de chaque enseignant à chaque niveau. Et ensuite, je vais vous montrer comment fonctionnent les moteurs de recherche du site enseignement.be. Je vous ai mis les liens dans le chat normalement. Donc là, je vais juste couper le partage d'écran pour le relancer sur le site enseignement.be. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran là. Est-ce que vous voyez le site enseignement.be? J'imagine. Ouais. Oui. Ok, parfait, génial. Merci beaucoup. Du coup, si vous allez en fait sur le site enseignement.be, en fait, on peut partir du blog du CIEP, comme ça je vous montre vite le blog du CIEP. Donc, si vous allez sur blog.ciep.be, on a des articles qui parlent du métier d'enseignant. Et donc, si vous allez sur l'article « Comment devenir enseignant », donc il est expliqué tout ce qu'on a dit là tout de suite. Et ensuite, vous pouvez cliquer en fait sur ce lien donc, pour savoir dans quelle matière vous pourrez enseigner avec votre diplôme, donc quelle fonction puis-je exercer dans l'enseignement. Et là, vous tomberez en fait sur le site enseignement.be, quelle fonction puis-je exercer. Et si vous tapez par exemple, je ne sais pas moi, que vous avez un bachelier en chimie, donc spécifiez votre diplôme, imaginons. Donc, imaginons que j'ai un bachelier en chimie, mais donc pas un AESI, vraiment un bachelier en chimie pour travailler dans la chimie. Je le sélectionne. Alors là, spécifier votre titre pédagogique éventuel. Ce qui est intéressant de faire, c'est de faire des simulations. Donc là, par exemple, je pourrais cocher « Je ne possède aucun titre pédagogique ». Et alors, je pourrais voir justement toutes les matières que je pourrais donner et avec quel titre. Donc, soit requis suffisant en pénurie, si je n'ai aucun titre pédagogique. Mais par contre, je pourrais aussi cocher par exemple le CAP et voir justement qu'est-ce que le CAP m'apporterait par rapport au fait de postuler sans titre pédagogique. Et donc, par exemple, je vois qu'on va faire semblant que j'ai un CAP en plus d'un bachelier en chimie. Je ne possède pas spécialement de certificat complémentaire. Et je n'ai pas d'expérience utile. Voilà, et donc là, le moteur de recherche d'enseignement.be va en fait me dire tous les cours que je pourrais donner, si c'est dans le degré inférieur ou degré supérieur, va me dire si c'est en secondaire de plein exercice ou en école de promotion sociale. Et à chaque fois, en fait, il sera mis si j'ai le titre suffisant ou si j'ai le titre en pénurie ou si j'ai le titre requis. Donc là, je vois que par exemple, avec mon bachelier en chimie et le CAP, ben, j'ai aucun titre requis, mais j'ai par contre des titres suffisants. Donc je pourrais par exemple donner un cours de chimie avec un titre dans le degré inférieur avec un titre suffisant, quoi. Ce qui serait quand même intéressant, ce qui donne quand même une certaine stabilité de l'emploi. Et oui, il y a quand même les titres requis qui se font au-dessus de moi, mais n'empêche qu'avec un titre suffisant, on peut quand même être nommé pour un certain nombre d'heures. Voilà, donc ça, c'est une manière de faire, c'est vraiment de regarder justement quelles fonctions vous pouvez exercer, rentrer votre diplôme et faire des simulations un peu par rapport au titre pédagogique. Ça, c'est la première manière de faire une recherche. L'autre manière de faire une recherche, c'est si vous cliquez sur réforme des titres et fonctions, que vous allez dans les fonctions. Et alors là, vous avez vraiment toutes les fonctions qui existent dans l'enseignement. Et donc, imaginons que vous voulez être instituteur primaire. Vous cliquez sur instituteur primaire, vous allez voir les titres liés à la fonction. Et donc là, vous pouvez voir que le titre requis pour devenir instituteur primaire, eh ben, ça sera le bachelier d'instituteur primaire, comme on en a parlé dans la présentation. Par contre, si vous n'avez pas ce bachelier et que vous voulez savoir s'il existe d'autres diplômes
qui vous donnerait accès à ce métier, eh ben, vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il y a comme titre suffisant. Et donc, il y a par exemple l'AESI, toute orientation possible. Donc, si vous avez par exemple un bachelier AESI pour normalement enseigner dans le secondaire inférieur, eh ben, vous pourriez postuler comme institut primaire. Il y a aussi le bachelier en logopédie type cours, le bachelier d'instituteur préscolaire, par exemple. Et donc là, vous avez le titre suffisant. Donc, c'est ce que je disais, c'est intéressant dans le sens que vous pouvez quand même être nommé, même si ce n'est pas un titre requis. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'école qui vous a engagé connaît un instituteur primaire qui recherche un job et que cette personne avec son diplôme d'instituteur primaire veut travailler dans votre école, eh ben, votre poste peut sauter. Donc, c'est toujours intéressant de quand même avoir le titre requis si c'est possible, même si bien sûr, il y a d'autres possibilités. Voilà, donc ça, c'est vraiment deux fonctions que je vous conseille de retenir. Et si vous avez la patience d'aller un peu chipoter justement là-dessus, allez voir les différentes fonctions. Bon, parfois, le site bug un peu, mais généralement, il fonctionne. Voilà, je ne sais pas si tout ça est assez clair et si oui, par la suite, alors je passerai au métier de la petite enfance de péricultrice. L'enseignement francophone en Flandre, ça, je suis désolée, mais je ne sais vraiment pas vous dire. Là, il faudrait plutôt s'adresser à des services flamands qui sont similaires au CIEP, comme BRIC, par exemple. Voilà, donc si vous allez sur bric.be, c'est leur site, je vous l'ai mis dans le chat. Probablement qu'eux, ils pourront vous renseigner comment ça fonctionne l'enseignement en Flandre, mais du coup, ça ne sera pas du tout le même décret, ce n'est pas du tout le même fonctionnement, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions spécifiques? Parce que sinon, je vais passer au métier de péricultrice, vu qu'il reste que 20 minutes. Voilà. Et ceux qui ont des questions peut-être plus spécifiques en rapport avec leur situation personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je remettrai encore le mail dans le chat et je pourrai vous répondre de manière beaucoup plus précise en vous envoyant des listes d'écoles, etc. Voilà. Du coup, là, je vais passer au métier de la petite enfance. Je vais repartager mon écran. Voilà, j'espère que vous le voyez. Voilà, donc là, les métiers de la petite enfance, là, ça sera plus pour tout ce qui est le métier de péricultrice. Donc, péricultrice, qu'est-ce que c'est? Qui est la péricultrice ou le périculteur? Donc, c'est une personne qui travaille généralement en crèche, qui exerce une mission importante d'encadrement des tout-petits. Et donc, la fonction de péricultrice, c'est un caractère à la fois social et paramédical. Ça veut dire que les formations qui vont mener à ces métiers, eh ben, il y aura un aspect pédagogique et un aspect paramédical, parce qu'à la fois, il faudra faire preuve de pédagogie, donc apprendre à l'enfant à parler, à se sociabiliser, etc. Mais il faudra aussi assurer des soins d'hygiène et de santé, comme donner les bains, longer, préparer les repas, savoir assurer les premiers secours, etc. Voilà, au niveau du métier de péricultrice, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier en pénurie. Et donc, les métiers en pénurie, ça veut dire qu'à la fin d'une formation de péricultrice, ou d'une des formations dont on va parler tout de suite, théoriquement, il y a quand même des grosses facilités pour trouver du travail. Vous ne devriez pas avoir de problème après votre formation. C'est un métier qui a été reconnu comme étant pénible depuis 2018. Parce qu'on est souvent en position debout, que c'est des postures parfois assez contraignantes, qu'il faut porter des enfants, qu'il y a parfois du bruit, etc. Et donc, les personnes qui travaillent dans ce domaine pourront soit avoir une pension plus élevée, soit anticiper leur départ à la retraite de 2 à 6 ans, mais jamais avant l'âge de 60 ans. Donc voilà, le secteur a quand même réussi à avoir une certaine reconnaissance. Et donc, au niveau de l'emploi dans les crèches, ça sera en fait surtout dans les crèches qu'on sera engagé après une formation en périculture, dans le sens que si en effet il y a la possibilité de travailler comme péricultrice dans le milieu scolaire ou le secteur de la santé, ça va rester très occasionnel. Dans le milieu scolaire, ça sera surtout lié à des subsides que les écoles auront pour engager une péricultrice.
pour aider par exemple les instituts maternels, mais donc c'est vraiment occasionnel. Et dans le secteur de la santé, en fait, ça sera plus des sages-femmes ou des infirmières spécialisées en néonat qui seront engagées. Donc ça reste aussi relativement rare d'être engagée, par exemple, comme péricultrice dans les hôpitaux. Voilà, donc les contrats les plus souvent proposés dans les crèches, ça sera des contrats à durée déterminée, surtout à la fin, quand on sort d'une formation, dans 5 cas sur 10. Et il y a aussi la possibilité de travailler comme accueillant d'enfants indépendant. Et alors là, c'est un statut particulier, on en parlera par la suite. Je regarde juste, je jette juste un petit... Ouais, ça bug un peu, donc je regarderai les questions dans le chat à la fin. Comme ça, je continue et on peut clôturer sur ce sujet parce qu'il ne reste plus énormément de temps. Et donc, ce qu'il faut savoir par rapport au métier de péricultrice et par rapport au secteur de la petite enfance de manière générale, c'est qu'il y a une nouvelle réforme en janvier 2020. Et le but de cette nouvelle réforme, c'est de revaloriser les métiers de la petite enfance en augmentant le niveau de qualification. Et donc, augmenter le degré de qualification grâce au CESS, parce que maintenant, c'est nouveau. Toutes les personnes qui vont se former pour travailler en tant que péricultrice devront aussi avoir le CESS pour être engagées, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, donc les crèches qui respectent les nouvelles règles, les nouveaux statuts de cette nouvelle réforme obtiendront des subventions, donc c'est aussi pour soutenir le secteur. C'est pour simplifier le secteur. Donc là, maintenant, il n'y aura plus que 2 types de milieux d'accueil, soit les crèches, soit les accueillants à domicile. Et alors, le but de cette réforme, c'est aussi d'ancrer le secteur de la petite enfance dans le secteur non marchand. Parce que, par exemple, maintenant, les crèches privées doivent d'office se déclarer comme étant des ASBL. Donc voilà, le but de tout ça, c'est vraiment de soutenir l'accessibilité et de faire en sorte que les crèches soient accessibles au plus grand nombre. Et bien sûr, c'est une réforme progressive. Hein, donc, c'est une période de transition sur 5 ans, mais en tout cas, toutes les personnes qui commenceront des formations dans les mois ou les années qui viennent, du coup, devront se plier à cette nouvelle réforme. Voilà, au niveau des formations, donc ça, je vais un peu toutes les redécrire par la suite, mais il faudra soit passer par la 5e, 6e, 7e périculture en secondaire, soit par la formation d'accueillant d'enfants à l'EFP, l'IFA-PME, soit la formation d'auxiliaire de l'enfance en promotion sociale, soit la formation d'agent d'éducation en 4e, 5e secondaire de technique de qualification, soit la formation d'éducateur en promotion sociale. Donc, toutes ces formations permettent de travailler comme péricultrice depuis janvier 2020, à condition d'être également en possession du CESS. Pour toutes celles qui sont déjà en place et qui n'ont pas le CESS, là, il y a un passeport OND, mais si c'est un projet futur, dans tous les cas, il faudra se plier aux nouvelles règles et avoir le CESS. Donc, la première possibilité maintenant pour devenir péricultrice, ça sera la 5e, 6e, 7e périculture en secondaire de plein exercice. Donc là, c'est une option qui est organisée par des écoles secondaires. De nouveau, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez des listes d'écoles qui font cette option. L'avantage de ce type de filière, c'est qu'à la fin de la 7e, on obtient le CQ, donc le certificat de qualification en périculture, et en plus de ça, on obtient le CESS à la fin de la 7e. Au niveau, voilà, donc ça c'est la première possibilité qui, avant cette possibilité périculture en secondaire, donnait des avantages. Aujourd'hui, ça ne donne plus d'avantages spécifiques, ça sera sur la même lignée, au même niveau que toutes les autres formations dont je vais parler maintenant. L'autre formation qui permet de postuler dans des crèches, donc c'est nouveau, c'est grâce à la nouvelle réforme qu'on peut postuler dans les crèches avec ce certificat de qualification, c'est celle d'accueillant d'enfants à l'EFP ou l'IFA-PME. Pour la Wallonie. Et donc, c'est une formation qui va durer 2 ans, qui est payante, qui coûte 325 € par an. La pratique en entreprise est conseillée, ou en tout cas, dans tous les cas, il faudra faire un stage de 3 semaines en maison d'enfants par année de formation. Et donc, à la base, en fait, l'accueillant d'enfants, c'est quelqu'un qui accueille les enfants de 0 à 6 ans chez lui, donc plutôt dans son cadre familial à son domicile, selon des normes de sécurité et d'hygiène fixées par l'ONE. Et de base, il y avait 2 statuts possibles pour les personnes qui accueillaient des enfants chez elles.
c'était soit le statut d'indépendant ou alors le statut d'accueillant d'enfants conventionné. Le statut d'indépendant conventionné, ça permet d'être lié à un service d'accueillant d'enfants conventionné et donc de bénéficier de la même protection sociale quasiment que si on était salarié. Grâce à la nouvelle réforme, maintenant, les personnes qui ont ce certificat de qualification ne sont pas obligées d'accueillir les enfants chez eux. Elles peuvent aussi postuler dans des crèches au même titre que si elles avaient un certificat de qualification de péricultrice. Mais bien sûr, de nouveau, il faut avoir également le CESS d'office. Voilà, ça c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est la formation d'auxiliaire de l'enfance qui existait déjà avant la réforme. Et donc ça, c'est une formation qui se donne en promotion sociale qui va durer entre 1 an et 3 ans selon les écoles. Donc la promotion sociale, c'est des horaires assez flexibles. Ça peut être des cours du soir, ça peut être des cours du jour, ça peut être des cours que quelques jours par semaine. Donc c'est ça qui va faire varier la durée de la formation entre 1 et 3 ans selon les écoles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après cette formation d'auxiliaire de l'enfance, une fois que vous avez votre certificat de qualification, vous pouvez avoir accès au complément CESS, qui est une formation complémentaire avec des cours généraux qui permet d'avoir le CESS qui reste obligatoire pour postuler dans les crèches avec le certificat de qualification d'auxiliaire de l'enfance. Voilà, ça c'est les 3 possibilités qui existaient déjà pour travailler dans ce domaine-là. Et alors depuis la nouvelle réforme, on peut maintenant, après une 5e et 6e d'agent d'éducation en secondaire, donc c'est une option en technique de qualification, travailler dans les crèches. La formation d'éducateur, donc là qui se donne en promotion sociale et qui dure plus ou moins 3 ans, ça dépend des écoles, permet aussi de travailler dans les crèches, maintenant de postuler dans les crèches au même titre qu'une péricultrice. Et l'intérêt aussi de cette formation, c'est qu'elle donne accès au complément CESS une fois que vous avez obtenu votre Sécu. Forcément, ces formations-là, du coup, le programme est un petit peu en train d'être revu pour que justement, il y ait un intérêt aussi qui soit accordé à la petite enfance dans le programme, quoi, vu que maintenant, ça permet de postuler dans des crèches. Voilà. Au niveau d'ouvrir sa propre crèche, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la nouvelle réforme, là, il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des nouvelles règles. Quel que soit le type de milieu d'accueil, maintenant, il faut d'office avoir un bachelier au minimum pour ouvrir une crèche. Et donc, pour ouvrir sa propre crèche, il faudra soit avoir un bachelier en psychologie, un bachelier d'assistance sociale, un bachelier en soins infirmiers, ou alors un master en sciences psychologiques, en ingénierie et action sociale ou un master en sciences de la santé publique. Voilà, pour les autres milieux d'accueil, dans tous les cas, donc ceux par exemple qui font moins de 14 places, voilà, les autres types de milieux d'accueil, dans tous les cas, en fait, il faudra avoir une formation de type supérieur, donc un bachelier minimum d'office à orientation psychomédico-sociale. Donc ça peut être aussi un bachelier en psychomote, en éducateur spécialisé, en instituteur préscolaire, en docteur en médecine, en sage-femme. D'ailleurs, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que tous ces diplômes, ça permet aussi de postuler dans des crèches en tant que personnel d'encadrement psychomédico-social. Voilà, ce que je vous conseille de faire du coup, c'est d'aller sur le site de l'ONE. Donc là, il y a plein de brochures et tout ça pour savoir justement comment ouvrir sa propre crèche, qu'est-ce qu'il faut comme titre, etc. Sur le site métier du CIEP, il y a aussi du coup des fiches métiers, périculteur, péricultrice, un magazine encadré et animé. Donc ça peut aussi vous donner des idées justement d'autres métiers, peut-être même différents que le métier de péricultrice pour travailler avec des enfants. Et ensuite, il y a des articles sur le blog du CIEP, donc blog.ciep.be. Si vous surfez un peu sur le blog, vous verrez un article qui s'appelle « Se former au métier de la petite enfance ». Donc là, il y a toutes les formations qui sont reprises avec à chaque fois un lien pour télécharger les listes d'écoles. Et il y a également un article sur travailler en crèche qui réexplique aussi un petit peu comment justement travailler en crèche, quelles sont les conditions, etc. Voilà, c'était un petit peu rapide, mais donc je vous invite du coup à noter mon adresse mail si vous avez des questions par rapport à votre situation. Donc joséphine.mondry@ciep.be.
Et du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos questions. Et voilà, je peux vous guider un petit peu, vous dire quelle formation est plus conseillée, vous envoyer des listes d'écoles. Donc voilà, n'hésitez pas parce que du coup, là, il est déjà 54, c'est un petit peu court. C'est beaucoup de contenu. Mais donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi par la suite. Du coup, je regarde un petit peu les dernières questions. Auxiliaire de l'enfance, comment ça se passe? Donc là, de nouveau, Rena, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail avec votre question. Et alors là, je peux vous envoyer la liste des écoles qui organisent cette formation. Et du coup, vous aurez toutes les coordonnées, les sites internet des écoles où les grilles horaires seront bien décrites. Mais concrètement, c'est des cours en promotion sociale. C'est des horaires qui sont relativement modulables, du coup. C'est des cours qui sont donnés par des profs. Donc, c'est des cours en classe, en groupe. Et alors, il y a probablement aussi quelques heures de stage. Alors, une institutrice maternelle peut postuler dans les crèches. C'est possible, mais alors ça sera plutôt comme personnel psychomédico-social. Parce que si on postule dans une crèche sans avoir justement l'une des formations qui a été citée, ça risque de poser un problème au niveau des statuts, de la stabilité de l'emploi, au niveau des barèmes, etc. Ça sera plutôt postulé comme personnel psychomédico-social. Alors, je vois que Manon vient d'arriver. Là, malheureusement, en fait, il ne reste que 4 minutes. Donc, je ne vais pas pouvoir tout réexpliquer. Manon, tu peux m'envoyer un mail à mon adresse. Je la remets dans le chat en me reposant ta question. Et du coup, je t'enverrai les liens des articles qui réexpliquent justement tout ce que j'ai expliqué dans cette présentation. Voilà. Et la vidéo est enregistrée aussi. Du coup, on la rediffusera d'une manière ou d'une autre, ou on réorganisera une séance comme ceci pour peut-être vous laisser plus de temps pour poser vos questions. Voilà. Voilà de nouveau mon adresse. Voilà, du coup, il ne reste plus que 3 minutes, donc je pense qu'on peut clôturer ici. Par contre, je ne l'ai pas envoyé à tout le monde. Alors, en effet, si vous avez, donc je possède déjà le diplôme d'aspirante en nursing en secondaire. Bonne question. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aspirante en nursing, ce n'est pas une option qualifiante, mais par contre, donc, ça ne te permet pas de travailler en fait directement par la suite. Tu n'es pas considéré comme ayant un certificat de qualification, mais en effet, aspirante en nursing, cette option te donne accès à la 7e année en périculture, qui pourra par la suite te donner le titre de péricultrice. Et du coup, tu ne dois pas refaire la 5e, 6e, 7e périculture, tu ne devras que refaire la 7e. Ou alors, si le projet n'est pas spécialement de continuer en secondaire ou de retourner en secondaire, il y a aussi la formation d'auxiliaire de l'enfance qui peut être intéressante, quoi. Surtout vu que j'imagine que tu vas obtenir que tu as obtenu ton CESS. Une auxiliaire de l'enfance est-elle considérée comme une péricultrice? Oui. Avant la réforme, les crèches engageaient en fait en priorité des personnes qui avaient le diplôme de péricultrice de secondaire, donc obtenu à l'école secondaire. Aujourd'hui, toutes les formations citées, donc que ce soit auxiliaire de l'enfance, accueillant d'enfants, péricultrice en secondaire, agent d'éducation ou éducateur, elles sont toutes sur le même niveau. Et donc, il n'y a vraiment plus de distinction entre ces différents diplômes. Il n'y a plus de quotas, donc il n'y a plus de compétition entre ces diplômes, quoi. Voilà. Très bien. Dans tous les cas, là, il va falloir clôturer pour que vous puissiez continuer à visiter le salon ou aller à d'autres conférences, mais n'hésitez pas du coup à m'envoyer des mails. Voilà, si vous avez perdu des liens, si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et bonne visite pour la suite du salon.